Salut à tous, nouvelle capsule. Bon, il s'est passé beaucoup de choses hier, donc on va faire un point sur la situation. Comme vous le savez, hier, le 6 janvier, il y avait deux événements simultanés à Washington. La manifestation organisée par Trump et la réunion du Congrès pour certifier les résultats des élections. Tout ça s'est organisé sur fond de fraude, de contestation, bref, tout ce qu'on voit depuis 2 mois maintenant. Trump a pris la parole vers 18h30 heure française et a fait un discours assez long dans lequel il a dénoncé la fraude devant une foule assez large. On ne sait pas exactement combien de personnes étaient présentes, probablement pas des millions mais des dizaines de milliers, ça c'est certain. Donc Trump a parlé dans un discours qui, sur le ton, ressemblait à un de ses discours de campagne, et au même moment, au Capitole, qui est le lieu où se réunissait le Congrès, la certification des résultats électoraux a commencé. Cette certification se fait État par État, comme on l'a déjà vu, et par ordre alphabétique. Donc ils ont commencé par valider l'Alabama, l'Alaska, puis arrivé à l'Arizona, il y a eu une première contestation. Comme on s'y attendait, des républicains ont contesté, le Sénat et la Chambre des représentants se sont donc séparés pour débattre chacune de son côté et voir s'ils validaient ou non la contestation. Le problème, c'est que rapidement après le début de ce processus, qui devait durer 2 heures, des manifestants se sont introduits en masse dans le Capitole et c'est là que la soirée a commencé à dégénérer. Trump, en fait, en finissant son discours, a dit aux manifestants de marcher jusqu'au Capitole, où se passait donc la certification, d'y aller, de s'y montrer, en soutien évidemment à Trump. Mais comme on le disait, les manifestants ne se sont pas contentés de se rassembler autour du Capitole, ils y sont rentrés, il y a eu de la casse, des affrontements avec les forces de l'ordre, les manifestants ont pris le dessus et se sont introduits dans des bureaux, dans la salle principale, tandis qu'au même moment, Nancy Pelosi et Mike Pence, qui sont respectivement présidents de la Chambre et du Sénat, étaient exfiltrés par sécurité. En gros, les manifestants sont entrés de force dans le Capitole, la réunion du Congrès a été interrompue et les élus ont été évacués. Ça a duré comme ça une bonne partie de la nuit, puis Trump, qui avait déjà appelé au calme une première fois, a fait une vidéo sur Twitter pour demander aux gens d'arrêter ça, de se disperser, de rentrer chez eux. Il a maintenu dans cette vidéo que l'élection était frauduleuse, mais qu'il ne fallait pas prendre la voie de la violence et faire le jeu des démocrates. Finalement, les choses se sont calmées, les manifestants se sont dispersés et dans la nuit, le Congrès a pu réinvestir le Capitole et finir la certification. La contestation de l'Arizona, ainsi que celle de la Pennsylvanie qui a suivi, n'ont pas été validées. Comme on s'y attendait, la Chambre des représentants à majorité démocrate a voté contre, ainsi que beaucoup de sénateurs républicains. Finalement, Mike Pence, qui présidait la séance, a conclu en annonçant la victoire de Joe Biden. Bon, voilà pour le résumé de la soirée qui a été assez agitée comme vous pouvez le voir. Je précise que j'écris cette capsule à 11h du matin au cas où la situation change avant que je ne la poste. Bon, mais il y a des choses à dire sur tous ces événements. On s'est d'abord très vite interrogé sur l'identité des manifestants qui ont pris d'assaut le Capitole. On est plusieurs, j'imagine, à avoir d'abord pensé que le peuple se réveillait enfin et qu'il interrompait lui-même les certifications frauduleuses. Mais on a rapidement commencé à se demander si les manifestants violents du Capitole n'étaient pas en fait des antifas déguisés, qui seraient venus uniquement pour commettre des actes de violence en se faisant passer pour des partisans de Trump. Vous savez, un petit peu à la manière des Black Blocs pendant les manifestations des Gilets jaunes, donc histoire de discréditer le mouvement. Et cette idée s'est confirmée. On a d'abord vu des photos qui montraient que certains des manifestants étaient effectivement des antifas, notamment le manifestant qui avait des cornes. Si vous avez vu les images, vous voyez de qui je parle. Je vous mets un lien en description de toute manière. On a retrouvé d'anciennes photos de lui dans des manifestations antifas, et c'était pas le seul dans ce cas. Selon le Washington Times, des logiciels de reconnaissance faciale confirmeraient également l'intrusion d'antifas parmi les manifestants pro-Trump. Donc il semble admis que les antifas se sont bel et bien incrustés parmi les vrais manifestants pro-Trump et ont fait en sorte de rendre le mouvement violent, d'entrer dans le Capitole pour interrompre le Congrès et semer le chaos. Il semblerait même que cette intrusion ait été facilitée par les forces de l'ordre. Il faut savoir que le Capitole est un bâtiment très sécurisé, déjà en temps normal. Il l'est d'autant plus lorsque les deux assemblées sont au complet pour un événement électoral pareil et en plus dans un contexte aussi tendu. La sécurité à ce moment-là est normalement à son niveau maximal. Que quelques dizaines de manifestants réussissent à entrer dans le Capitole sans difficulté devrait alerter tout le monde. Et justement, on a des images qui semblent montrer que la police a ouvert les barrières aux manifestants. Je vous mets le lien. Il y a aussi des images d'affrontements entre manifestants et policiers qui circulent et qui semblent clairement scénarisées. De toute évidence, l'intrusion du Capitole a été initiée par des antifas et pour ça, ils ont clairement dû être aidés par les forces de l'ordre, sans quoi ils n'auraient jamais pu y parvenir. De toute manière, il faut comprendre une chose, c'est que Trump n'aurait rien eu à gagner à envoyer ses partisans semer le trouble, parce que cela l'aurait totalement desservi. En ce moment, les médias attribuent unanimement les troubles de cette nuit à Trump. Ils disent que Trump a envoyé ses partisans saccager le Capitole, que Trump veut empêcher la démocratie, et les politiciens sont vite montés au créneau. Joe Biden a pris la parole en jouant, vous savez, le défenseur de la paix et en demandant à Trump de respecter la démocratie. On a même eu un message d'Emmanuel Macron, dans le même ton.
Là encore, il y a quelque chose de suspect dans la rapidité avec laquelle Macron est intervenu. Il a posté son message sur Twitter vers 3 heures du matin. Macron a soutenu, je cite, le président Biden, qui n'était pourtant pas président au moment de sa prise de parole puisque la session du Congrès n'était pas finie, mais peu importe. Il a donc soutenu Biden et a enchaîné par un discours lyrique et émouvant sur la démocratie. Ça rappelle en tout cas l'étrange rapidité avec laquelle Macron avait déjà reconnu la victoire de Joe Biden le 3 novembre. Il y a une fois de plus une volonté unanime des opposants de Trump de créer rapidement un narratif. Le 3 novembre, les médias avaient créé immédiatement un narratif selon lequel Biden avait gagné facilement et selon lequel l'histoire était finie. Et nous avons maintenant un nouveau narratif, tissé en quelques minutes également, selon lequel Trump a envoyé ses partisans pour faire un coup d'État et voler la victoire de Joe Biden. On le redit une fois de plus, Trump n'a aucun intérêt à provoquer des violences, parce que ça ne peut que se retourner contre lui. Si Trump peut remporter la victoire après une sorte de coup d'État violent au Capitole, avec des agressions, des violences, des menaces, il est évident que sa victoire n'aurait aucune valeur. Tout ça ressemble à une mise en scène dont le but est de discréditer Trump. Je prends un journal au hasard, BFM, qui titre, je cite, « Nancy Pelosi dénonce une attaque honteuse portée à la démocratie après l'intrusion des pro-Trump dans le Capitole ». Ça, c'est le narratif des prochains jours résumé en une phrase. Je vous cite aussi le journal Le Monde, pour le plaisir. Je cite, « L'envahissement du Congrès par ses partisans, mercredi 6 janvier, est le dernier épisode de l'entreprise de démolition menée par le président des États-Unis depuis son élection. En encourageant les suprémacistes blancs comme les complotistes, il a aussi fracturé le parti républicain. » Voilà, donc ce genre de discours, vous allez l'entendre pendant les 2 prochaines semaines au moins. Mais ce qui est génial avec ce narratif, c'est qu'il occulte totalement la fraude et les contestations. Avant, on disait Biden est en tête mais avec de forts soupçons de fraude. Mais maintenant, on parle de Biden élu malgré le coup d'État manqué de Trump. Comme avec l'histoire du coup de fil de Trump en Géorgie, les médias et les opposants de Trump retournent la réalité et font passer la victime pour le coupable. Trump subit depuis le début fraude sur fraude, mais en manipulant l'information, on le fait passer pour le fraudeur. Et maintenant même pour un séditieux qui tenterait un coup d'État en dernier ressort. Bon, voilà donc ce qui s'est passé en moins de 24 heures. Et une fois de plus, la suite des événements va être compliquée à deviner. Que peut-on dire ? On peut dire déjà, si jamais ce n'est pas clair, que Trump n'est pas un idiot. Trump a invité tout le pays à venir à sa manifestation du 6 janvier. Il voulait donc qu'elle soit massive. Et il savait très certainement que c'était une occasion en or pour les antifas de s'infiltrer et de semer le trouble. Si nous, on le sait quand on organise une manifestation de gilets jaunes, on peut être certain que le président des États-Unis le sait aussi quand il demande à tout le pays de se rassembler à Washington, à 3 pâtés de maison du Capitole et en plus un jour pareil. Par ailleurs, c'est Trump lui-même qui a envoyé ses partisans marcher vers le Capitole. Il a évidemment fait ça pour marquer le coup, symboliquement, voire pour faire un petit peu pression sur les républicains du Congrès. En tout cas, Trump a clairement fait une démonstration de force, et il se doutait certainement que les médias parleraient de ça comme une tentative d'intimidation, de déni de la démocratie comme ils le font systématiquement depuis 2016. Ce que je veux dire, c'est que le scénario d'une infiltration antifa visant à semer le trouble puis à faire porter le chapeau à Trump n'est pas du tout un scénario compliqué à deviner. C'est même un scénario classique dans les manifestations, donc il est sûr et certain que Trump l'avait envisagé. S'il s'était senti incapable de gérer ça, de gérer d'éventuels débordements, il aurait fait sa manifestation ailleurs qu'à 3 pâtés de maison du Capitole. De plus, Trump a assez vite appelé au calme. Il a même fait une vidéo dont je vous parlais, disponible en description, où il demande aux gens de rentrer chez eux. Or, ce qui est assez fou, c'est que Twitter a censuré cette vidéo massivement toute la nuit, au prétexte qu'elle enfreignait les règles de Twitter, alors qu'il s'agissait, on le redit, d'un appel au calme et à cesser toute violence. Twitter a supprimé des messages de Trump pour la première fois. Avant, c'était seulement des avertissements. Twitter a supprimé des messages de Trump et a même bloqué son compte pour 12 heures. Il paraît même qu'ils envisagent de supprimer totalement le compte de Trump. Et Trump est également bloqué maintenant sur Facebook et sur Instagram. En clair, quand on regarde cette histoire dans son ensemble, que voit-on finalement ? Petit 1. Des antifas s'infiltrent dans les manifestations, sèment le chaos et forcent la session du Congrès à être interrompue. Petit 2, Biden, Macron et d'autres prennent immédiatement la parole en grands défenseurs de la démocratie pour dénoncer les événements. Petit 3, les médias sont au rendez-vous aussi, et dénoncent immédiatement Trump. Ils parlent d'insurrection, de coup d'État et compagnie. Enfin, petit 4, les réseaux sociaux censurent Trump et le bloquent. On a donc clairement une offensive contre Trump. On crée le chaos, on fait porter le chapeau à Trump et on le bloque sur les réseaux sociaux pour l'empêcher de s'exprimer. Il s'agit donc de créer un narratif de toute pièce en un temps record, de le répandre partout et d'empêcher toute contestation. Trump, de son côté, a appelé à la paix et a dit qu'il y aurait une transition présidentielle paisible. Il conteste donc le narratif des médias en montrant qu'il n'approuve aucune violence. La question est maintenant de savoir ce que Trump va faire. Il a martelé que le combat ne faisait que commencer, qu'il n'abandonnerait rien, et son histoire de transition présidentielle paisible a surtout l'air de servir à montrer patte blanche pour empêcher les médias de le diaboliser à l'excès. Si certains d'entre vous suivent Q, ils ont sûrement tenté de faire un lien entre les événements de cette nuit et d'anciens messages,
dans lesquels Q parle de manifestations massives suite aux résultats électoraux, de garde nationale, des scénarios qui ressemblent beaucoup à la situation actuelle. Il faut savoir que sur ordre de Trump, la garde nationale a été déployée à Washington hier en soutien aux forces de l'ordre. Alors Trump a-t-il fait ça pour montrer sa volonté de restaurer la paix, ou bien est-ce qu'il y a des raisons cachées? Ça c'est difficile à dire, mais il faut impérativement garder l'œil sur cette garde nationale dans les prochains jours. Personnellement, je me garde de prédire l'avenir parce qu'il nous faudrait voir les coulisses de tout ça pour comprendre réellement ce qui se passe. Toujours personnellement, je pense que Trump s'attendait parfaitement à ce que la situation dégénère, parce que c'était un scénario plus que prévisible. Je pense toujours, comme je l'ai déjà dit, que Trump, s'il était en danger, pourrait facilement donner un coup de pied dans la fourmilière en dévoilant toutes les informations compromettantes qu'il a sur ses opposants ou sur la fraude électorale. Enfin, je maintiens, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que d'une part, Trump n'avait rien à attendre de cette session du Congrès, puisque sa majorité au Sénat était insuffisante pour contester les certifications, et d'autre part, que même si le Congrès lui avait accordé la victoire par on ne sait quel retournement de situation, cette victoire aurait été décrite comme une magouille électorale qui aurait rendu la réélection de Trump illégitime. Donc moi je reste sur mon analyse personnelle, selon laquelle Trump ne peut remporter la victoire que suite à des révélations choquantes faites au peuple, qui mettraient à jour la corruption de ses opposants, et qui feraient de lui, Trump, le président incontesté, aux États-Unis comme à l'étranger. Pour ça, il ne peut pas y avoir de soupçon de magouille électorale. Or, ça aurait été le cas si Mike Pence ou la Cour suprême avaient fait gagner Trump par un tour de passe-passe constitutionnel. Aujourd'hui, Trump ne peut plus être accusé d'avoir soudoyé la Cour suprême ou d'être favorisé par Mike Pence. Même le parti républicain ne le soutient que faiblement. Donc, Trump est seul, mais en apparence seulement. Car à défaut d'avoir des alliés politiques ou judiciaires, il a le soutien du peuple massif, et potentiellement le soutien de l'armée, je le pense en tout cas. En ce qui concerne Mike Pence, traître ou pas traître, je rejoins l'opinion de Radio-Québec, je pense que Pence joue son rôle, et je vous renvoie à Radio-Québec pour l'analyse complète. En tout cas, avec l'élection officielle de Biden, on entre dans la dernière ligne droite de cette histoire, puisqu'il ne devrait maintenant plus y avoir de recomptage de voix ou de contestation tel qu'on en a vu jusqu'à maintenant. Il reste à attendre la date du 20 janvier, la passation de pouvoir, mais elle pourrait n'être qu'une formalité. Donc, retenons ceci. Trump savait qu'il y aurait de la fraude, il savait qu'il aurait les médias contre lui, il a forcément prévu une stratégie supérieure à cela. Et maintenant que Biden est élu, tous les traîtres vont officiellement se rallier à lui. La corruption de chacun sera donc officialisée en quelque sorte, et ce sera donc le moment pour Trump de dénoncer une fois pour toutes les manigances et les trahisons de chacun. Je me doute que certains perdent espoir suite à l'élection de Biden, mais il n'y avait en toute objectivité pas grand chose à attendre de cette session du Congrès. Si Trump était confiant avant cette session, il l'est probablement tout autant aujourd'hui. Et on a tout à attendre des révélations de Trump sur la corruption et la trahison des uns et des autres. C'est de toute manière l'unique moyen, à mon avis, de mettre tout le monde d'accord. Mais pour ça, il fallait que la trahison aille jusqu'au bout. Et je pense que c'est chose faite maintenant. Du coup voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que la situation vous semble plus claire si jamais vous avez du mal à suivre toute cette histoire. Et je vous invite bien sûr à suivre les autres informateurs qui donneront leur propre avis sur la question. Moi je vous ai donné le mien et je continuerai à le faire au fur et à mesure que l'histoire avance. Voilà, je remercie comme toujours ceux d'entre vous qui m'ont fait un don pour me soutenir dans mon travail, ainsi que ceux qui m'aident en partageant mes vidéos. On se retrouve très vite pour la suite, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook, et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.